Partie 2 et 2. Bonjour à tous. Je suis Nathalie Grial, chargée de marketing à la SAT Ouest Valorisation. On a 30 minutes pour aborder ensemble la stratégie de valorisation des travaux de recherche publique, donc que ça soit sur un projet de création de start-up ou via un transfert aux industriels. Je suis accompagnée donc de 3 intervenants que je vais laisser se présenter. Honneur aux dames, si vous voulez commencer. Bonjour, Leïla Nicolas, donc directrice d'investissement et associée chez Go Capital, qui est un fonds d'investissement dans la région ouest de France. Sophie Brouard, donc directrice de recherche au CNRS et donc cofondatrice de la société Biomadvance. Et Cyril Chapon, donc je suis directeur au transfert de technologie à la SAT Ouest Valorisation, qui s'occupe de valoriser les projets des 7 universités de Bretagne et de Pays de la Loire, des CHU, de quelques écoles d'ingénieurs et également du CNRS. Merci. Alors, vous pouvez sûrement vous poser beaucoup de questions en tant que chercheur ou doctorant sur la façon dont vous allez pouvoir valoriser vos travaux. Donc, bien sûr, les interrogations vont tourner à la fois sur les organismes sur lesquels vous allez vous appuyer, mais aussi sur la façon de procéder, sur voilà, est-ce qu'il est plus important de valoriser via une start-up ou via un transfert de technologie. Il y a tout un tas de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble pendant 30 minutes. On accordera quelques minutes à la fin pour d'éventuelles questions-réponses. Peut-être avant de démarrer, Cyril, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la valorisation de la recherche et le transfert de technologie ? Alors la valorisation de la recherche, c'est la 3e mission qui a été confiée aux universités, notamment aux centres de recherche en règle générale. C'est d'avoir de l'impact sur l'économie, au sens général, l'économie de la connaissance. Donc en gros, c'est de transformer des résultats de recherche en économie. Par exemple, par la voie de création d'entreprises, c'est un des vecteurs. Le second, c'est de transférer des technologies vers le monde socio-économique, autrement dit les entreprises, mais également les administrations qui préexistent. Et vous avez également une autre activité qui est évidemment les partenariats de recherche, qu'on va un peu moins parler aujourd'hui, mais évidemment, c'est tout ce qui favorise le lien entre les chercheurs, les résultats de recherche et le monde de l'entreprise, où là, on peut faire tous les types de partenariats. Et c'est vrai que la plupart du temps, dans la valorisation de la recherche, on va, en tout cas aujourd'hui, se concentrer sur la partie transfert de technologie, à savoir, on a des résultats issus de résultats de recherche, et là, on va essayer tout simplement d'aller au-delà de la partie recherche, et en gros on recherche à avoir un impact sur l'économie. Donc c'est avoir un objectif comme les chercheurs ont, c'est-à-dire de contribuer à améliorer le monde dans lequel on vit, changer les choses. Et là, c'est d'aller au-delà de la publication, c'est d'arriver à avoir un impact. Donc ça va être un nouveau produit, un nouveau service, voilà, et qu'on espère améliorer les choses, parce que on espère toujours que ça ira mieux après. Ou répondre à un besoin aussi de société, très largement, où il n'y a pas encore de produit et on va essayer de proposer une solution. Merci. Est-ce que tu peux nous rappeler comment les SAT peuvent accompagner les chercheurs dans cette valorisation ? Alors, oui. Alors, les SAT ou les services de valorisation en général, eh bien, dans l'ensemble, les services de valorisation, dont les SAT, ont pour mission de travailler avec les chercheurs pour souvent les sensibiliser à la valorisation de la recherche, autrement dit à la propriété intellectuelle souvent, et aux possibilités qui sont offertes aux chercheurs pour valoriser leurs travaux. Donc on va essayer de détecter, parce qu'il faut commencer par avoir des projets, donc on va essayer de détecter les projets, ensuite on va essayer d'évaluer, travailler avec les chercheurs pour voir quel est le potentiel. Des fois les applications ne sont pas celles pour lesquelles la recherche a été menée, essayer de voir s'il y a un marché, et ce faisant, on va essayer d'utiliser les outils de la propriété intellectuelle pour protéger. Alors, ça peut sembler être un non-sens de protéger pour diffuser, mais il faut savoir que dans l'économie de la connaissance, l'outil déterminant pour créer de la valeur et donc essayer de changer les choses, c'est d'arriver à protéger les résultats, parce que c'est ça qu'on va transférer, en plus des résultats, des savoir-faire, on va transférer ces résultats
au partenaire industriel ou à la start-up. Et grâce à ces actifs-là, qu'on va donc rédiger par exemple pour des brevets avec des cabinets, on va accompagner les chercheurs là-dessus, on va financer ces éléments-là. Et également, on va essayer de financer de la maturation. La maturation, il faut la voir comme une phase de R&D, en plus des travaux que les chercheurs ont menés. Sur ces résultats-là, on va essayer de diminuer les risques, se rapprocher du marché en faisant des prototypes, par exemple, un scale-up, afin de pouvoir le proposer soit à des sociétés existantes, soit accompagner avec un certain nombre de partenaires, dont les technopoles, les incubateurs, à une création de start-up. Et est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment on prend la décision de plutôt faire une start-up ou plutôt se lancer sur un licensing auprès d'un industriel? Alors là, c'est une question qui est difficile, car en fait, déjà, on n'a pas de, comment dirais-je, de baguette magique, puisqu'on va faire des choix et des fois on se trompe, et des fois on va revenir en arrière aussi. Au niveau de la SAT, souvent la vision, ça va être lié aux résultats de recherche, une rencontre avec l'application, c'est-à-dire ces résultats de recherche permettent de faire quoi, et puis ils adressent quel type d'application et en gros quel marché. Et la question qu'on se pose, en fait, on va dire qu'on est un petit peu feignant de ce côté-là, c'est si le marché existe déjà, qu'il y a déjà des entreprises qui vendent ce type de produits, même s'ils sont moins bien, enfin, on fait mieux, mais que le marché est quand même installé, eh bien, on va aller au plus simple à essayer d'aller voir les entreprises de ce marché-là. Pas forcément celle qui a exactement ce produit-là, mais peut-être d'autres concurrents qui se positionnent proches de la chaîne de valeur pour voir s'ils ne seraient pas intéressés pour faire un transfert de technologie. La raison, c'est tout simplement qu'il y a moins de risques à faire ça parce qu'ils connaissent déjà le marché, ils ont déjà souvent l'organe de production. En tout cas, ils maîtrisent un certain nombre d'éléments et c'est plus simple de faire un transfert de technologie. Mais dans un certain nombre de cas, le projet est tellement innovant qu'il percute un petit peu le marché ou les habitudes de marché, voire il créerait un nouveau marché. Et là, la seule solution, ça va être de créer une entreprise qui va venir proposer cette nouvelle solution en termes de produits à un nouveau marché, par exemple. Et c'est ça qu'on essaye de déterminer. Alors, vous dire à quel moment ça arrive, ça, c'est compliqué. Parce qu'en plus, évidemment, on va travailler avec les chercheurs. Et les chercheurs, ils ont des envies. Ils peuvent vouloir créer une entreprise. Et des fois, on ne sera pas tout à fait d'accord avec eux. On essaie d'objectiver, leur montrer pourquoi vaudrait mieux faire ça ou pas. Et puis, en règle générale, on converge parce que finalement, avec des études, avec l'envie, et puis les chercheurs peuvent nous démontrer aussi qu'on n'avait pas tout compris et qu'avec la maturation, par exemple, effectivement, il serait intéressant de créer une entreprise. Donc voilà, c'est plus avec un certain nombre de critères, on arrive. Mais souvent, c'est quand même le degré d'innovation que porte intrinsèquement le projet et ce qu'il pourrait proposer. Très bien, merci. Donc on parlait tout à l'heure de financement, d'investissement. Je vais m'adresser du coup à Leïla, qui est associée et directrice d'investissement chez Go Capital. C'est vrai qu'on a tout un tas de guichets auxquels on peut s'adresser quand on lance une start-up. Le financement, c'est un peu le nerf de la guerre des start-up et des entreprises innovantes. Du coup, chez Go Capital, comment est-ce que vous arrivez à sentir un petit peu quelles innovations ont du potentiel et qu'est-ce que vous allez regarder en termes de facteurs pour savoir si une entreprise peut être viable et finançable? Oui, effectivement, chez Go Capital, on est assez focalisé sur l'amorçage, donc on voit des projets très tôt et souvent même en création. Et du coup, effectivement, je vais revenir un peu sur les sujets que Cyril a commencé à évoquer. C'est est-ce que du coup le projet est viable en termes de start-up? Et c'est vrai que quand on voit des projets en création, la question se pose. Alors il y a plein de critères, clairement. Je vais peut-être focaliser sur deux pour nous qui nous semblent importants au départ. Ça va être la faisabilité en fait de ce projet, la faisabilité marché et la faisabilité économique. Donc, je vais y revenir peut-être au travers de quelques exemples. Et puis également la valeur du projet. Donc la valeur créée versus la valeur réelle du projet et versus le coût de développement et le coût nécessaire pour créer cette valeur-là. Et est-ce que ça, c'est compatible? Est-ce qu'il y a une réalité économique là-dedans? Donc nous, en tant qu'investisseurs, c'est ça aussi qu'on va essayer de regarder. Ce qui est difficile pour un porteur de projet d'évaluer tout ça. Mais par exemple, là récemment, en plus ça m'est revenu sur deux sujets là très, très récemment.
Donc, notamment un projet de dispositif médical dans les valves cardiaques. Et en fait, le projet, c'était un développement c'est le projet d'un développement d'une colle qui vient du coup aider à l'implantation d'une valve cardiaque. C'est très, très spécifique, hein. Mais nous, les questions qu'on s'est posées, c'est comment allez-vous faire pour développer ce produit au niveau clinique ? Ça veut dire qu'il va falloir faire une démonstration avec un certain nombre de valves différentes. Et ça rend complexe l'essai clinique. Ça nécessite des coûts énormes. Et en fait, ça va nécessiter des coûts de développement sûrement autant qu'une valve cardiaque, sauf que la valeur à la fin, elle sera moindre que celle d'une valve cardiaque qui vient vraiment traiter. Donc la question là, en tout cas une des questions qu'on s'est posées, c'est quel coût de développement versus quelle valeur à la fin, et est-ce que du coup ce projet et la réalité aussi, la faisabilité clinique, est-ce que tout ça c'est compatible? Donc on s'est posé la question que justement pour ce projet-là, si c'était pas mieux de s'allier finalement à un industriel qui développe une valve cardiaque. Et là la question se pose, est-ce que la start-up doit être créée ou pas? Voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple qu'on a eu, je peux en parler assez ouvertement, parce qu'on a travaillé avec la SAT à ce moment-là, projet de diagnostic dans l'AVC pour distinguer deux types d'AVC. C'est très important, la prise en charge thérapeutique du patient qui arrive avec un AVC. On ne sait pas si c'est un AVC ischémique ou un AVC hémorragique. Un test de diagnostic en cours de développement qui peut aider ça. Ce qui voudrait dire création de start-up, développement d'un kit de diagnostic et après. Là, pareil, en termes de coût de développement et d'acteurs aussi et de marché derrière, est-ce que ça vaut le coup de créer la start-up? Et on s'est dit, en fait, vu le nombre d'acteurs qu'il y a dans le développement de traitements, parce que forcément, quand on développe un kit de diagnostic, il faut regarder aussi les traitements qu'il y a derrière, parce que sinon, ça ne sert à rien de diagnostiquer s'il n'y a pas de traitement derrière. Donc, du coup, quels acteurs il y a dans le traitement des AVC? Ils sont très, très peu nombreux aujourd'hui. Et donc finalement, on leur rend complexe après à qui va s'adresser ce test et à quel industriel va être intéressé par ce test de diagnostic. Donc on a pris le choix de créer la start-up, mais tout de suite de l'intégrer dans un projet et on l'a rapproché et fusionné avec une start-up qui développe un traitement de l'AVC. Ça nous semblait aussi beaucoup plus viable pour ce projet et ça lui permet aujourd'hui de se développer au sein d'une autre entreprise qui développe un traitement. Autre projet complètement non médical, typiquement une marketplace. L'enjeu d'une marketplace, c'est le rencontre de l'offre et de la demande. Donc ils étaient en train de valider qu'il y avait effectivement une offre, mais est-ce qu'il y avait une demande? Il n'avait pas encore validé. Pareil, faisabilité là plutôt du business et du modèle économique. Est-ce qu'il y avait vraiment une rencontre de l'offre et la demande? Voilà, tout ce type de questions, c'est vraiment les questions qu'il faut se poser avant. Je rajouterais juste un point aussi par rapport à la faisabilité marché, c'est par rapport au nombre d'acteurs qu'il y a sur le marché. Parce que parfois, il y a des marchés où le marché est détenu par un acteur qui détient 95% de part de marché. Là, ça va devenir aussi très complexe. Soit une dépendance va se créer, ou alors c'est un marché qui est avec 4 gros acteurs industriels, mais tellement gros qu'arriver en face, ça va rendre compliqué aussi le déploiement face à ces acteurs. Donc il faut bien regarder effectivement la faisabilité de marché, la faisabilité économique, donc le coût versus la valeur vraiment réelle à la fin créée. Et puis également, du coup, la valeur, je l'ai déjà dit, la valeur du projet. Très bien, merci. Sophie, donc on a la chance de vous avoir. Vous êtes à la fois chercheuse et entrepreneuse. Vous avez plus d'une centaine de publications scientifiques à votre actif, de nombreux brevets aussi, et des créations de start-up. Comment est-ce qu'à travers vos recherches, vous vous êtes dirigée à un moment vers l'entrepreneuriat ? Alors c'est vrai que ça s'est fait, la première start-up qu'on a créée, c'était en 2002, donc c'était à l'époque Tesseland. En fait, on avait la possibilité, alors d'abord on avait trouvé une idée originale, donc on nous a dit il faut la breveter. Il faut savoir qu'à l'époque on était quand même beaucoup moins accompagnés qu'aujourd'hui, c'était moins évident. Mais on nous a dit voilà, brevetez vos travaux, et puis
Après, comme l'idée était originale, on s'est présenté sur des concours, qui à l'époque c'était les concours Envar. Et donc là, on a fait concours émergence, puis concours création. Et là, on n'a finalement pas eu tellement le choix. On a été un peu jeté dans le grand bain, parce que là, on nous a dit, maintenant que vous avez gagné le concours création, vous avez 1 an pour créer. Et donc là, on était 3. Alors, on était le directeur d'unité, Jean-Paul Soulilou, une postdoc, Thora, Marina Guillet et moi-même. Et là, on s'est regardé. Le directeur d'unité a dit, moi, je suis directeur d'unité, je ne peux pas y aller. Moi, j'ai dit, moi, je viens de rentrer au CNRS depuis 6 mois, je ne peux pas y aller. Et donc, on s'est retournés toutes les deux vers la postdoc et on lui a dit, voilà. Donc, et en gros, on y est allé. Donc, ça a été une aventure un peu... ça n'a pas été facile parce qu'encore une fois, il n'y avait pas l'accompagnement qu'on a eu aujourd'hui pour la deuxième start-up. Et donc, on s'est retrouvés, j'ai raconté cette histoire souvent, mais on s'est retrouvés devant des investisseurs... on est arrivé, on s'est trompé de porte, on nous a demandé notre business plan, on s'est regardé, on ne savait pas ce que c'était. On a commencé, on nous a dit vous allez faire quoi dans 6 mois? Déjà c'était loin, ensuite on nous a dit 3 ans, enfin ça a été, voilà. Mais finalement ça a été une superbe aventure. Et puis Tesséland a donné 2 spin-offs, dont une Efimune qui a fusionné avec Osé Pharma pour donner Osé Immunotherapeutics, donc c'était une belle aventure. Et donc là, pour la deuxième boîte, ça a été un peu différent parce que là, on a pris notre temps, on avait des acteurs pour nous aider et on a vraiment réfléchi avec la SATT, avec l'université, voilà, si on devait créer, si on ne devait pas créer. On a eu une étude de marché et puis on a été poussé beaucoup par Atlampol. Et donc on s'est dit on retente cette aventure. Voilà, moi j'avais envie, j'avais la chance de travailler avec Richard Danger, un autre chercheur de mon équipe qui avait envie aussi de tenter ça. Et donc voilà, on y est allé. Donc on dit vraiment que c'est une aventure humaine, l'entrepreneuriat. J'imagine que vous devez porter des casquettes que vous n'aviez pas avant, du marketing, de la négociation, des finances. Comment est-ce qu'on apprend sur le tas un petit peu à toucher à toutes ces compétences? Alors c'est pas facile parce qu'effectivement c'est pas notre métier, enfin en tant que chercheur. Et donc on apprend beaucoup, mais surtout il faut s'entourer. C'est-à-dire que moi je ne serais pas partie dans une aventure de start-up toute seule. Et donc on a trouvé avec Richard, on a trouvé un PDG, on a trouvé 2 autres chercheurs pour nous accompagner en développement. Et donc voilà, quand on va voir les fonds, les banques, etc., on n'y va pas tout seul. Nous, on est là avec Richard pour assurer le côté scientifique, mais il y a des choses qu'on laisse faire à ceux qui connaissent. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette aventure entrepreneuriale ? C'est une aventure, c'est une façon différente de valoriser notre travail. Et puis, il y a... Alors, quand on publie, mais là, il y a vraiment... On a l'impression d'accompagner un produit, un peu notre bébé au départ quand même, de l'accompagner et puis d'essayer de l'amener au patient. Et ça, c'est un objectif, quoi. L'idée, c'est d'amener un outil au clinicien, au patient, puisque nous, on est dans de l'aide au diagnostic. Donc voilà, et toujours la notion aussi de rester dans la société, enfin de créer la société, c'est de pouvoir pour le moment toujours apporter quelque chose aux produits qu'on continue à développer. Il y aura probablement un jour où on n'apportera plus grand-chose, la société va se développer et voilà, et nous on sera un peu dilués, mais ça c'est aussi une preuve que la société marche et qu'elle a grandi et voilà. Donc j'imagine que vous conciliez l'activité de recherche avec votre activité entrepreneuriale. Comment est-ce que vous faites cette conciliation ? Alors moi j'ai choisi d'être en conseil scientifique, donc de pas avoir un rôle fondamental dans la boîte, quoi. J'ai une activité dédiée sur la boîte de 10%. Et puis l'activité de la boîte est aussi directement reliée à mon activité de recherche. Donc c'est pas un métier différent pour moi, sauf ce que j'apprends et tout à côté. Mais voilà, j'ai pas l'impression de me disperser. C'est du temps, c'est de l'investissement. Il faut être disponible aussi pour les partenaires avec qui on est dans la biotech. Mais voilà, pour moi, c'est quand même pas complètement un métier différent. Très bien.
Je vois qu'il nous reste que 5 minutes. Est-ce que peut-être chacun de vous trois pourrait donner un conseil à ces chercheurs ou doctorants qui ont envie de se lancer? Cyril, peut-être? Faites-le, c'est possible. Ou soyez acteur de l'impact de vos résultats de recherche. Voilà. Sophie? Alors faites gaffe, oui, mais allez-y, quoi, parce que c'est une superbe aventure et je pense que ça a été dit ce matin, mais bon, quand on réussit, c'est mieux, mais quand on ne réussit pas, on apprend aussi énormément. Et voilà, je pense qu'on retombe toujours sur ses pieds avec une aventure telle que celle-là. Voilà. Très bien. Leïla? Ben ouais, je suis assez d'accord. C'est l'entrepreneuriat, je pense que c'est une belle aventure. Donc, faut juste se lancer. Et le conseil que je donnerais, c'est de bien s'entourer, moi. Voilà, d'aller chercher les conseils, les supports, ne pas hésiter à bien s'entourer. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'éventuelles questions? Pas de questions. Je vous invite à participer à 15h. Il y a un workshop sur l'évaluation du potentiel marché. Donc ça pourra sans doute vous aider sur vos potentielles questions. Et vous pouvez également retrouver Sophie à 15h30 qui va faire un témoignage un peu plus poussé sur son aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci.